bienvenue à ce 31e Midi Entrepreneur BPI France. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Frédéric Sintra, je suis un peu entrepreneur et un peu salarié. Donc entrepreneur sous la marque Axiel, où j'ai créé une société qui fait des conférences, des événements, parce que j'ai également écrit des livres. Et puis, depuis quelques temps, je suis directrice générale d'une société qui s'appelle Marguerite, spécialiste en care management. Et depuis 2018, j'accompagne BPI France dans son initiative d'organisation des Midi Entrepreneurs, où je reçois une invitée qui a créé une entreprise en croissance en général. Et l'objectif étant que vous puissiez bénéficier de son expérience, de ses conseils, et on est vraiment sans filtre, hein. C'est vraiment une conversation à laquelle vous allez participer, on n'a pas de papier, rien du tout. Vous vous présenterez succinctement parce que l'objectif c'est également que vous puissiez vous connaître entre vous, voire collaborer le cas échéant. Mais sans plus tarder, je laisse la parole à Clément de la direction RSE Développement Durable de BPI, qui est à l'initiative de ces événements. Merci Frédéric. Écoutez, je vais faire court. Déjà, je vous remercie d'être venus si nombreuses et nombreux à ce 31e Midi Entrepreneur dont le succès ne fait que se confirmer. Moi, je me présente Clément Damas. Je suis un des responsables de projet RSE et développement durable au sein de la direction développement durable de BPI France. Dans le cadre de mes missions, j'ai notamment la chance, avec ma collègue Stéphanie Hamon, de piloter le sujet de la mixité en entreprise, notamment sur le volet réglementaire. Juste peut-être avant de vous laisser la parole et de laisser la parole à Christelle qui, je pense, sera une intervenante passionnante. Juste un petit mot sur nous, notre intervention en matière d'entrepreneuriat féminin au sein de BPI France. Déjà, il faut savoir que l'entrepreneuriat féminin, c'est l'un des 4 piliers de notre charte RSE depuis 2013. Donc c'est vraiment inscrit dans les missions de notre équipe, mais aussi de BPI France. Ça se traduit aussi par des engagements qui sont pris. On est signataire de la charte SISTA, qui favorise justement la mixité dans le numérique. On est aussi signataire de la charte parité France Invest, qui vise à améliorer la parité dans le capital investissement. Ça se traduit aussi par 4 axes stratégiques autour de l'entrepreneuriat féminin pour BPI France. Le premier c'est soutenir la création d'entreprises par des femmes dans les métiers du financement. Ça se traduit aussi par améliorer la part des femmes dans nos portefeuilles d'entreprises investies. Ça se traduit aussi par notre métier d'accompagnement, de coaching, et enfin sur le volet réglementaire. Si vous êtes au courant, ou si vous ne l'êtes pas, il y a une loi qui date de 2021 qu'on appelle la loi Rixin, et dans le cadre de cette loi, on se doit justement quand je dis nous, c'est la direction de développement durable, on se doit de porter un projet d'adaptation de nos process et de nos outils pour se conformer à l'obligation de cette loi. Grosso modo, l'idée c'est que demain, ou même aujourd'hui, en fait, on conditionne l'octroi de certains de nos produits et services au partage de ce qu'on appelle l'index d'égalité professionnelle, qui est un index qui doit être calculé aujourd'hui par les entreprises de plus de 50 salariés. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en la matière? On publie aussi des études. On a une direction qui s'appelle la direction du Lab, qui produit vraiment plein d'études hyper intéressantes, et vraiment je vous invite à aller sur le site de BPI France, le Lab. Et fin 2022, on a publié une étude justement qui s'appelle Dirigeants et dirigeantes de PME ETI, quelle différence? Et c'est vraiment une étude vraiment poussée sur l'entrepreneuriat féminin, et qui, malheureusement, met en lumière, on va dire, la grosse donnée à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, 12% des dirigeants de PME et d'ETI sont des femmes. Donc je vous invite vraiment à télécharger cette étude qui est très intéressante. Et au milieu de nos dispositifs en faveur de l'entrepreneuriat féminin, on est aussi très fiers et très contents d'accompagner l'événement Midi Entrepreneur. Enfin, nous, on croit vraiment dans l'exemple et l'émulation. Et c'est vrai que les Midi Entrepreneurs permettent justement
justement ce temps de discussion sans filtre, comme tu as dit, ça permet à une entrepreneur de vraiment de partager ses difficultés, ses succès à vous. Et c'est vraiment très très précieux. Donc avant de vous laisser la parole, j'aimerais quand même remercier toute l'équipe technique qui participe à cet événement. Flores, Antonella, Salah et Tess. Et je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous laisser la parole. Merci Clément. Alors avant qu'on échange avec Christelle, l'idée c'est que vous expliquiez pourquoi vous êtes là et ce que vous faites. Donc vraiment, ne faites pas de pitch, là on n'est pas là pour pitcher une start-up ou pour pitcher l'entreprise. Nom, prénom et une phrase sur ou votre projet ou votre entreprise. On commence par toi. Bonjour, je m'appelle Emilia, je suis coordinatrice d'une asso que j'ai fondée qui s'appelle Choc. Et notre objectif, c'est d'apporter des renseignements sur les cultures étrangères aux adolescents et de leur donner un peu international, un peu ouverture d'esprit. Voilà. Merci. Bonjour, je suis Nassima Lamachi. On vient de lancer avec mon associé Negaltech depuis février, dédié à la conformité RGPD. Sabrina Varro, donc je vais me lancer dans le freelance, dans la gestion de projet, les données et supply chain. Oui, on va. Alors, Yasmine Warbi, et j'ai pour projet de créer un jour une start-up. Et aujourd'hui? Comment? Aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis étudiante en licence. Dans quel domaine, tu sais déjà? En journalisme à Sorbonne. Et la start-up? En start-up, je sais pas encore. J'ai réfléchi. Donc là, ceux qui nous viennent des USA. Bonjour, nous avons une petite entreprise qui a juste 8 mois dans le transport de marchandises, et aujourd'hui nous sommes là pour apprendre le market français. Donc là, vous venez d'où alors? De New Jersey. Nous sommes créés dans New Jersey. Midi Entrepreneur s'internationalise. Ouais, c'est clair. Amazing. C'est bien que ce soit dans ce sens-là, parce que souvent c'est la France qui s'exporte. Bonjour à tous, moi je suis Jenny Taillé-Pond et j'ai créé une agence sur le marketing et l'événementiel. Bonjour, je suis Amel, je suis chargée de valorisation et consultante dans l'innovation. Et l'univers du no-code m'intéresse particulièrement et couplé à l'entrepreneuriat, c'est exactement les domaines qui m'intéressent fortement en ce moment. Et t'as un très beau carnet aussi. Yes, no-code. Que t'as eu au No-Code Summit ou Non, en fait on me l'a donné, mais je l'avais dans mon sac et je me suis dit c'est trop bien, c'est la thématique. Ah bah c'est parfait. Asala, enchantée, je suis stagiaire en RSE chez BPI France. Pas de projet de start-up pour l'instant, mais je suis particulièrement intéressée par les entrepreneuses dans les domaines technologiques. Antonella. Pardon, bonjour à tous. Je travaille au sein de la direction de développement durable RSE, donc avec Clément et donc les autres personnes. Antonella Téléphone, je ne sais pas si je vais Bonjour, Thérèse Bacala, je travaille au sein de la direction de développement durable, donc je suis avec Clément, Tessa Sala, Antonella. Et je suis très heureuse d'être ici. Ça fait très bien. J'espère que le témoignage de Madame Christelle puisse travailler. Tess. Jean-Tess Savin, et je suis alternante à l'ADSI. Alors, on va prendre. Donc, Mélusine Schwartz, j'ai le projet de créer une entreprise, une société de conseil. Donc voilà, je viens prendre aussi des informations, comment ça se passe, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter, pour discuter. Okay. Bonjour, Bénédicte Renelot, je viens de créer une société pour faire du conseil. Un conseil en pilotage d'entreprise, gestion de projet. J'ai fait ça après une expérience d'une 20aine d'années en tant que DAF RH dans le domaine de l'hôtellerie luxe. Papa et sa fille. Oui, bonjour, Jérôme Tav. Je suis dans l'informatique plutôt. Voilà, j'ai pas de start-up ni de création d'entreprise pour l'instant. Et le sujet m'intéresse, surtout pour ma fille. Bonjour, je m'appelle Isalita et je vais bientôt passer en seconde. Donc je suis venue ici parce que je suis intéressée dans l'univers des start-up. Je crois que c'est notre plus jeune participant. C'est on va même applaudir. un record, là. Là aujourd'hui,
Oui, on a de l'international, on a des très très jeunes. Bonjour, je suis Marion Randaël, je suis coach professionnel, je fais aussi un peu de conseil et j'interviens auprès de particuliers d'entreprises. Et le domaine du no-code m'intéresse, j'ai une formation d'ingénieur à la base. Super. Eh bien, merci. Alors maintenant, voilà, vous vous êtes présenté. Alors, merci. Alors, à toi. Alors, moi, j'ai tendance... Alors, on va s'asseoir maintenant. Moi, j'ai tendance toujours à expliquer comment on s'est rencontrés et pourquoi. Et ça a été une des questions, comment tu choisis tes invités. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance, il y a 2 ans, de faire partie d'un palmarès qui s'appelle les femmes Forbes, inspirantes, influentes, Forbes, voilà. Et puis, du coup, je suis invitée aux différentes cérémonies. Et là, il y avait cette année la cérémonie, en 2022, la cérémonie des femmes Forbes. Alors ça tombait très bien parce que j'avais certaines de mes invitées qui faisaient partie des palmarès, donc des anciennes invitées au Midi Entrepreneur. Isabelle Rabier, qui était ma prochaine, était dans le palmarès. Et puis, au moment du pot, j'ai discuté avec certaines femmes du palmarès. Et il y avait une jeune femme tout à fait sympathique, très simple, avec qui je parlais. Et je lui dis, oui, tu as monté ton entreprise? Ben oui, il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Tu as des salariés? Alors, je m'attendais à 1, 2... Bah oui, j'en ai 60. Oh, alors là, je me suis dit, toi, je te veux parmi les prochaines invitées. Donc, bienvenue, Christelle. Merci. Alors, du coup, souvent, mes invitées, bon, elles ont une longue expérience à raconter. Et toi, on va dire, malgré ton jeune âge, parce que moi, dès lors qu'on a plus de 30 ans, comme mon fils est né à 30 ans, forcément, tout le monde est très, 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 très jeune. Et voilà, et toi, tu me dis, bah, finalement, bah non, pas si jeune, parce que j'ai quand même un parcours. Et toi, justement, tu as créé ton entreprise il y a 3 ans. Et tu m'as dit, mais moi, dès 11 ans, je codais. Alors, raconte-nous ça. Oui, bah, aujourd'hui, moi, j'ai 28 ans. J'ai créé donc Allegria il y a 3 ans. Et en termes d'expérience professionnelle, j'étais salariée avant. Mais j'ai eu une appétence, en fait, pour la technologie, le code dès 11 ans. J'ai appris à coder à 11 ans. Le HTML et le CSS, donc 2 langages qui sont les plus simples dans les langages de programmation. Vraiment, ce sont les plus accessibles. Et je faisais du graphisme aussi en même temps. Et donc, en fait, je designais des maquettes que j'intégrais en site web. Mais c'est parce que, en fait, pourquoi tu faisais ça? Parce que je sens des regards interrogatifs. C'est parce que tu étais une passionnée des jeux vidéo. Exactement. J'ai une de mes passions. Comme quoi, si vous avez des enfants, finalement, c'est pas toujours si mal. et donc, en fait, je jouais à un jeu en ligne sur Internet où tout était personnalisable en HTML et en CSS. Et donc, je m'amusais finalement à créer des fiches de personnages et ce genre de choses avec ce moyen-là qui était le HTML et le CSS. Donc, c'est comme ça que ça m'a porté et là-dedans, que ça m'a mise là-dedans. Pour moi, c'était pas du tout un travail, c'était vraiment une passion, c'était drôle et ça me permettait d'exprimer ma créativité aussi de cette manière. Et puis je me demandais aussi, justement, quand on a échangé, parce qu'à 11 ans, se mettre... non, je me dis, est-ce que tu avais des parents qui étaient dans l'univers? Et tu me dis non, tes parents n'étaient pas du tout dans cet univers-là. Non, j'ai une mère au foyer et mon père cadre en banque, retraité maintenant. Et par contre, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai 2 grands frères de 12 ans et 11 ans de plus que moi, qui eux sont aussi passionnés de jeux vidéo et qui avaient plein de consoles à la maison, d'ordinateurs, et donc j'ai pu aussi moi-même, quand ils n'étaient pas là, aller sur l'ordi, sur les consoles. Donc ayez des grands frères, ça aide. Donc ça m'a aidée effectivement, et puis j'avais des parents qui me permettaient aussi d'aller sur l'ordinateur avec un accès à l'époque à Internet. On était en 2005, 2006. Donc voilà, donc là tu t'es familiarisée, tu as commencé à coder. Et puis ensuite, alors pour le choix de tes études, comment tu as fait? Tu t'es dit, je vais dans une école de code? Non, pas tout à fait. Non. Une fois, c'était la procédure post-bac. Et à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment. Et je me suis rappelé finalement que j'avais ces compétences-là en design web, en HTML. Donc je me suis dit, il y a ce DUT, services et réseaux de communication, qui s'appelle aujourd'hui métier du multimédia et de l'Internet. C'est en 2 ans. Dans la continuité, finalement, j'avais besoin d'un cadre encore un peu comme au lycée pour continuer d'apprendre des nouvelles compétences et surtout professionnaliser des compétences que j'avais eues en autodidacte avant. En loisir. Et donc, je me suis mise là-dedans et c'est naturellement, en fait, c'était mon premier choix et j'ai été prise dans ce DUT-là
pour apprendre du graphisme, de la communication digitale, un peu plus de langage aussi de programmation plus complexe. Voilà. Et après, donc après le DUT, tu as continué après, en alternance toujours. Tu me disais, moi je voulais travailler toujours. Voilà. Ouais, j'ai toujours aimé en fait ce côté très mettre les mains dedans, on va dire. Donc j'ai privilégié des études où je pouvais faire de l'alternance ou des stages longs pour être en fait dans le monde de l'entreprise le plus tôt possible. Donc j'ai fait 1 an et demi en alternance chez Instant Luxe, qui a fermé depuis, mais c'était une marketplace, c'est un peu le bon coin, mais pour du Vuitton et du Chanel, quoi, donc un peu de haut de gamme. Et j'étais designer web, UX, UI designer maintenant. À l'époque, ça ne s'appelait pas exactement comme ça. Et donc j'ai fait mon année en alternance, 1 an et demi. Et pour trouver cette alternance, il me fallait une école à côté. Et donc j'étais à l'USA Multimédia, qui est une école de design et de web, voilà, qui a 4 parcours. Un parcours motion design, un parcours graphisme web, un parcours plutôt gestion de projet et un parcours programmation. Et moi j'ai choisi celui sur le graphisme, sur le design. Et ensuite j'ai fait un master sociologie du web. Donc c'était les métiers, culture et métiers du web. Et donc là c'était avoir plus de recul sur le web, c'est quoi, un algorithme c'est quoi, comment ça peut impacter des utilisateurs. Et moi j'étais très intéressée par l'aspect aussi expérience utilisateur. Donc tout ce qui est UX, design aussi, quelle expérience on peut donner à quelqu'un qui va utiliser notre application web, mobile, notre site internet, un site e-commerce ou autre. Et donc c'était très orienté là-dessus. Et j'avais écrit un papier à l'époque sur les bulles de filtre. Donc c'était un papier de recherche où en fait j'analysais finalement les bulles de filtre et quel impact ça pouvait avoir sur des populations à grande échelle, en politique ou autre. Oui, donc tu as les mains dans le cambouis, mais à la fois un peu de recul pour tout analyser. Ouais. Et puis après, tu as continué à travailler, à faire différents petits boulots. Et dans le jeu vidéo. Et dans cette même veine de vouloir mettre les mains dedans, j'ai fait plein de petits métiers dans le jeu vidéo. Donc, en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis timide à la base. Je n'ose pas aller voir forcément. Maintenant, c'est le cas, hein, mais à l'époque, je n'osais même pas appeler au téléphone des inconnus, démarcher des gens dans la rue ou autre. Et donc, je me suis dit, si je veux réussir aussi dans la vie, il va falloir que je me sorte un petit peu de ça, que j'y arrive. Et donc, j'ai décidé de faire des petits jobs. Notamment pour PlayStation, toujours dans le jeu vidéo. J'étais sur des salons, je présentais le PlayStation VR à l'époque. J'ai été en fait aussi en B2B et en B2C, donc sur des salons type Japan Expo, Paris Games Week, je présentais ça à des visiteurs du salon. Donc ça m'obligeait finalement à aller parler à des gens. Parce que ça, voilà, plutôt que de se replier en disant en disant je suis dans une case, je suis timide et ok, je deviens la timide, etc. Ouais. C'est de dire je prends sur moi et je me force et je sors de ma zone de confort. Et j'apprends en faisant, j'apprends pas à l'école, j'apprends en faisant. Exactement. Et donc moi je cumulais ces 2 apprentissages, l'école et le faire pour mettre les mains dedans, le faire en entreprise et le faire sur le terrain pour développer ces compétences-là d'échange. Et donc ça m'a énormément servi. J'ai aussi, grâce à ça, pu aller dans des boîtes type Twitter pour aller présenter justement le PlayStation VR à des employés de chez Twitter ou de grandes agences qui sont toujours réputées aujourd'hui. Et du coup, je voyais des salariés de ces boîtes-là. Et je voyais en fait plein de catégories de gens différents et ce qui était hyper enrichissant en fait. Et tu constituais ton réseau? Oui. C'est-à-dire que tu voyais, tu t'enrichissais à la fois en voyant différentes façons de travailler, culture d'entreprise. Ouais. Et puis, tu connaissais différentes personnes. Voilà, tu constituais ta petite toile. Exactement. Et ça, le réseau, c'est clé. Et ça met des années avant de se construire. C'est très fragile, un réseau. Il faut l'entretenir. Et donc, j'ai commencé déjà, mais sans le savoir, en fait, juste à être moi-même et à aller voir des gens. Et en fait, c'est ça qui est super utile et bien en fait dans nos sphères finalement. C'est important, je dirais, de rentrer, d'aller voir des gens, d'aller au contact des gens parce que même, en fait, je vois que le monde est super petit
et que y a des gens que j'ai recroisés encore hier, que ça faisait des années qu'ils avaient croisé un autre événement et tout. Enfin, c'est une maille en fait qui est vraiment petite. Et donc ensuite, sur ma dernière année d'études, la 5e, j'ai fait une alternance là aussi. En fait, la 4e année, j'aurais pu la faire en alternance, mais j'ai choisi plutôt de faire plein de petits jobs. Et donc la 5e, je l'ai faite en alternance au Syndicat national jeux vidéo, donc toujours dans le jeu vidéo. Et là, ça m'a apporté encore plus de recul sur, on va dire, le marché et l'industrie du jeu vidéo. Parce que le syndicat, c'est pas une entreprise de jeux vidéo, c'est pas un développeur, mais ça fédère en fait les sociétés françaises. Et donc en fait, il y avait cet aspect à la fois réglementaire, juridique, puisqu'en fait on travaille avec les parlementaires pour mettre en œuvre des projets de loi, des amendements sur des lois qui allaient passer, pour favoriser en fait l'émergence du secteur. Et puis moi j'organisais pas mal d'événements, je gérais des projets et des projets web aussi. Et tu étais plus en organisation que dans le faire à ce moment-là? J'étais plus en coordination de projet, en gestion de projet, à la fois sur toujours une partie un peu design, un peu web et événementiel, beaucoup d'événementiel aussi. J'ai beaucoup voyagé pendant ces 3 années, parce que du coup, après mon année d'alternance, j'ai fait 2 ans derrière en CDI. Et j'ai participé à énormément d'événements un peu partout dans le monde grâce à ça, quoi. Et donc, assez jeune et assez tôt, tu t'es dit que tu avais envie d'arrêter et tu as négocié une rupture conventionnelle. C'est ça. Une rupture conventionnelle, parce que je souhaitais bénéficier du chômage pour savoir ce que j'allais faire après, comme beaucoup d'entre vous certainement aussi aujourd'hui. Et je me suis mise en freelance en fait derrière, parce que j'avais déjà un petit réseau d'entreprises ou d'indépendants que je pouvais accompagner. Et c'était ma thématique sur laquelle je me vendais, c'était le design. Donc j'ai remis les mains vraiment dans du design pur d'applications mobiles, ce que j'avais laissé un petit peu de côté pendant ma période au SNJV. Et donc je me suis refocus sur des compétences vraiment très product et design. Et c'est pendant que j'étais au SNJV et que je gérais justement les projets que j'ai découvert des outils no-code. Parce que j'avais besoin de produire en fait des sites internet, des pages, des flux en fait, des process, des formulaires ou ce genre de choses, et de gérer des projets, que je me suis mise là-dedans, que j'ai découvert certains outils. Alors on va venir sur l'entrepreneuriat, mais là on va faire une petite parenthèse parce que, comme moi, quand tu vas parler de no-code, il y a peut-être des gens pour qui c'est familier. Qu'est-ce que le no-code ? Alors, le no-code, très simplement, c'est un moyen, c'est un ensemble de technologies qui sont aujourd'hui à disposition de tout le monde, puisque c'est accessible et ça permet de réaliser des produits digitaux, au sens large. Donc, ce que j'appelle par produits digitaux, ça va être des applications web, des sites internet, des sites e-commerce, des applications mobiles, bref, tout ce qu'on peut tenir, toute application qu'on peut avoir avec un ordinateur, avec un smartphone ou un iPad. Et ça, très simplement, sans être codeur. Sans être codeur, c'est-à-dire que n'importe qui, alors c'est pas en claquant des doigts, il faut quand même se former aux technologies, aux outils. Il y en a plus de 800 aujourd'hui qui existent sur le marché dans le monde. C'est vraiment énorme, donc il faut aussi savoir vers quel outil se tourner et pour quelle utilité, pour quel usage, mais c'est tout à fait accessible. Il n'y a pas besoin de savoir coder. D'ailleurs, un peu de sémantique, quand on a préparé, Christelle me parlait, bon alors il y a les makers, c'est quoi les makers? Et en fait, les makers, ce sont les codeurs dans le no-code. C'est ça. Voilà. En fait, ce qu'on appelle un no-code maker, c'est comme un développeur, mais qui utilise les technologies no-code pour développer, pour maker, on peut dire ça comme ça aussi. Et donc, devenir no-code maker, et ben maintenant, il y a des gens qui le deviennent. On y reviendra, je pense, mais nous, on a monté une école, c'est un de nos services. Et dans cette école, on a formé des gens qui sont aujourd'hui no code makers professionnels, qui avant étaient cuisiniers, danseurs, chauffeurs Uber, par exemple. Donc c'est là qu'on a la preuve vraiment que des gens peuvent venir dans ces métiers et avoir un emploi en fait, alors qu'ils ne viennent pas du tout du secteur, qui ne savent pas coder, voire qui savent juste utiliser un ordinateur à la base, quoi. Ça donne des perspectives. Bon, alors donc voilà, donc là tu découvres les outils, t'es freelance et tu sais pas encore ce que tu veux faire, tu te poses des questions. Il y a
Alors, quand est-ce que il y a eu l'émergence de cette idée d'entrepreneuriat? C'est, je crois, en rencontrant d'autres freelances? C'est en rencontrant la boîte, je ne l'ai pas montée toute seule, on est 3. Donc il y a Francis Lelon et Thomas Bonenfant qui sont mes associés. Et ça va être important, mais en fait, on n'a pas la même expérience et pas le même âge. C'est-à-dire que Thomas et moi, on est nés la même année en 94. Thomas, lui, il a plus un profil entrepreneurial. Il avait monté 2 boîtes avant et il a fait une école de commerce, donc vraiment pour se mettre dans l'entrepreneuriat. Et Francis, lui, il a aujourd'hui quasiment 50 ans et il a monté une quinzaine de boîtes avant. Donc ça aide aussi, dont Sarenza.com, qui est assez connu du grand public. Comment s'est fait la rencontre avec Francis et Thomas? Pour moi, c'est Francis qui nous a rassemblés, Thomas et moi. Thomas et moi, on ne se connaissait pas. Et Francis et moi, on s'est rencontrés à un événement quand j'étais au syndicat. Puisque comme j'organisais énormément d'événements, je participais à des événements, on s'est rencontrés, on s'est croisés à ce moment-là. Lui, il était directeur général d'une entreprise qui s'appelle Cobuzz, qui fait du service musical, c'est du streaming en fait en ligne, comme Apple Music ou Spotify. Et lui, en fait, il avait plutôt l'œil, Thomas connaissait le no-code, Francis connaissait le no-code. On n'était pas très nombreux à l'époque, 2019-2020, à connaître le no-code et les usages. Et Francis, lui, il avait plutôt l'œil business applicable en entreprise. Moi, j'avais l'œil plutôt de mon point de vue designer. Et Thomas, du point de vue automatisation, puisqu'il dans sa boîte d'avant, il avait automatisé des process pour ne pas avoir à répéter, à faire des copier-coller, à faire des choses manuellement. Et donc, Francis et moi, on se parlait énormément. Il parlait beaucoup à Thomas aussi. Et donc, quand je me suis mise en freelance, lui, il était indépendant et Thomas aussi. Et en fait, Francis a eu cette casquette aussi de... Alors lui, pour le coup, il a un réseau qui est beaucoup plus gros que le mien ou que celui de Thomas. Il avait un réseau de potentiels clients, en fait, à qui on pouvait proposer des services. Comme moi, j'avais la partie design, Thomas la partie automatisation, et puis lui, un pool de clients, ou en tout cas de prospects qui pouvaient avoir des besoins. On s'est lancés tous les 3 à aider, à accompagner des entreprises de toute taille, plutôt des petites entreprises, parce que c'est pas 3 freelances qu'on va accompagner non plus des grands comptes, c'est plus compliqué. Les processus de vente sont beaucoup plus longs. Et donc en fait, on avait nos clients respectifs et puis on a commencé ensemble à 3 à accompagner des clients. Avec sans structure juridique spécifique, sans structure. Vous étiez tous les 2, voilà, tous les 3, vous aviez votre activité de freelance. Exactement. Vous avez réuni vos compétences de freelance complémentaires. Un peu comme un collectif. Voilà, un collectif pour accompagner avant vraiment de vous décider à créer. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas du tout en tête qu'on allait monter une boîte. C'était plutôt, on était là, on savait qu'on avait des complémentarités et on les mettait au service d'une activité pour accompagner des entreprises. Et là, en fait, on s'est dit, tiens, si on faisait un projet innovant pour une entreprise qui a un besoin. Et la première entreprise qu'on a accompagnée, c'était un cabinet d'avocats, et c'était le cabinet d'avocats de Francis, justement. Et en fait, en discutant avec le fondateur du cabinet d'avocats, il nous avait expliqué tous les process qu'il avait de gestion des factures, de gestion des temps, le logiciel, en fait, qui datait des années 2000, qu'ils utilisaient, qui sont 20 avocats associés et collaborateurs. Et moi, en fait, pour moi, c'est une aberration d'entendre ces process-là que lui, il utilisait, qui étaient archaïques, où il fallait appuyer 20 fois sur un bouton « Entrée » avant d'arriver à finir le formulaire. Et moi, j'étais choquée de ça, d'avoir des vieux logiciels comme ça. En plus, il faut être connecté sur un serveur particulier et tout, alors qu'il y avait... Ok, il y a la confidentialité de données, la sécurité à avoir sur ce type de logiciel et ce type de données. Mais ça ne nécessitait pas de rentrer tout ça dans un coffre-fort accessible de manière hyper compliquée. Et donc en fait, on s'est dit, tiens, si on n'utilisait pas les technologies no-code pour résoudre son besoin. Et on lui a fait un prix d'amis et on lui a dit, si on n'y arrive pas, on te rembourse et tout, parce qu'on était... aucun d'entre nous, de nous 3, n'avait fait un logiciel. Moi, j'avais appris à coder, mais je faisais des pages web, et donc il n'y avait pas vraiment ok, je me connecte, et du coup, quand je me connecte, j'accède à ça, etc. C'était pas un flow complet avec un processus métier derrière. Et là, on s'est dit, on va utiliser Airtable, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un outil en fait, de gestion de base de données,
pour avoir toutes les données des factures, des clients, des temps passés, bref, pour structurer la donnée. Et on va utiliser, on a combiné ça avec plusieurs outils, parce que le no-code c'est assez modulaire, c'est-à-dire on va se dire ok, pour le front, donc pour la page, je vais utiliser cet outil, pour les automatisations, je vais utiliser un autre outil, etc. Et donc en fait, on a fait ça en 2 mois, sans compétences de programmation pour développer un logiciel. Et on lui a produit, on lui a refait, et du coup il n'utilise plus du tout aujourd'hui. On a migré en fait son ancien logiciel avec cet outil-là qu'on a fait pour lui. Et là on s'est dit, ah mais c'est ouf en fait. Nous on a réussi à le faire, et pour un cabinet d'avocats, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas accompagner d'autres entreprises aussi autour de ces services-là? Donc on a accompagné 2 autres entreprises en gardant le même format, la même organisation. Donc tout ça, on est pendant 2019 pour ça? C'était l'année 2020 pendant le confinement. En fait, on s'ennuyait pendant le confinement, du coup on s'est dit on va faire ça. Ok, donc en plus c'est très récent. Donc c'était pendant le confinement qu'on a fait ces projets. Le confinement et le Covid, ça a beaucoup aidé la digitalisation des entreprises, le remote. Les entreprises avaient besoin en fait de s'outiller et d'améliorer leur processus. Donc pour nous, pour notre activité, ça a été plutôt bénéfique sur ce périmètre-là. Et donc on a accompagné 2 autres entreprises. Une entreprise qu'on a accompagnée, c'est un entrepreneur qui voulait monter sa marketplace de mise en relation entre des chargés de patrimoine et des particuliers. Et l'autre entreprise, donc lui il était tout seul, c'était un MVP qu'on a fait pour lui. Et l'autre entreprise, c'était le leader de la région Rhône-Alpes comment on appelle ça, en réparation à domicile d'électroménager, des machines à laver, des frigos, des fours, etc. Et donc là, on a optimisé le système de tournée, de prise de réservation pour prendre un peu en Doctolib finalement pour qu'ils puissent prendre rendez-vous et aller chez les gens réparer l'électroménager. Donc on a fait ces 3 projets. Jusqu'en septembre, on a fait ça du confinement jusqu'à septembre à peu près, donc de mars à septembre. Et après, on s'est dit, ah mais là c'est incroyable. Vous étiez toujours que tous les 3? Que tous les 3 et en freelance. Et sans structure juridique, on n'avait pas d'entreprise. Et donc là, on s'est dit, ah ouais, est-ce que déjà on est motivé? Est-ce qu'on veut se lancer là-dedans à 3 et à temps plein? Parce qu'on n'était pas à temps plein non plus tous les 3. On avait aussi nos propres clients, nos activités. Et donc on s'est dit, bah ouais, go, on est motivé. Mais alors là, justement, il y a eu énormément de discussions. Donc des discussions à la fois sur typiquement la cap table, donc la répartition, des discussions sur ok, comment on va se structurer, c'est quoi la vision qu'on a, comment on va s'appeler, voilà, en fait, de constitution finalement d'une boîte. On avait déjà des services qu'on avait identifiés, on savait comment on allait pouvoir accompagner les entreprises, on avait le product market fit, du coup, puisqu'on avait identifié le besoin. Par contre, on n'avait pas voilà, toute cette structure juridique-là. Et déjà, ce qui est très intéressant, parce que parfois, moi, je vois des entrepreneurs qui veulent se lancer en disant « j'ai une idée, je vais le faire ». Vous avez été extrêmement raisonnable, c'est-à-dire que vous avez pu appréhender les besoins, vous vous êtes constitué aussi en équipe sans être en structure juridique commune, donc vous avez pu tester votre capacité à collaborer ensemble. Et vous avez vu qu'il y avait un marché sur tel domaine, et donc, voilà, vous avez fait les choses dans un ordre qui n'est pas nécessairement celui qu'on voit, mais qui est tout à fait pertinent. Mais qui est super pertinent et je trouve qui est beaucoup plus raisonnable et safe, quoi. Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens autour de moi que je connais qui arrêtent leur entreprise ou autre, et en fait, la plupart du temps, 1 fois sur 2, c'est à cause d'un conflit d'associés ou des divergences dans la vision du produit, quand c'est du SaaS B2B par exemple, ou autre. Et nous, on avait déjà sécurisé cette partie collaboration, valeur et ambition finalement du projet. Voilà, et tu m'avais dit effectivement, vous avez passé une journée ensemble à parler des valeurs, parce que je te posais des questions justement sur les associés, comment vous avez fait, comment vous travaillez, votre répartition, capital, etc. Parfois, on a aussi, et ce qu'on voit, c'est des complémentarités, l'un est plutôt financier, l'autre commerce, etc. Vous étiez vraiment sur le produit, avec des compétences sur le produit, et avec en plus quelques compétences qui venaient d'une expérience et notamment un réseau, voilà, mais c'était plutôt des compétences sur le faire. Ouais, c'était sur le faire. De nous 3, il n'y en a aucun qui est
RH, DAF ou marketing en fait. Voilà, donc, et pourtant, c'est des compétences qui sont clés à la pérennité d'une entreprise. Donc, justement, on s'est fait accompagner dès le départ sur le volet juridique, avec le fameux cabinet d'avocat, justement, qu'on a gardé. Voilà, échange de bons procédés. Oui, c'est ça. Bon, sauf que lui, il nous a quand même fait payer les honoraires. Pas sympa. Mais voilà, de toute manière, c'est toujours nos avocats aujourd'hui et on les adore vraiment. Et donc, on s'est fait accompagner sur cette partie-là et sur le volet communication aussi au début, parce qu'on avait pour ambition, on s'est mis d'accord, et ça, pour moi, c'est indispensable avant de se lancer, de s'aligner, de faire une journée d'alignement avec des potentiels futurs associés sur, OK, pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans l'aventure ? C'est quoi tes objectifs à 1 an, à 5 ans, à 10 ans ? Comment tu veux ressortir de cette aventure-là ? Et c'est quoi ton but à toi personnel, de pourquoi tu veux monter une boîte en fait. Déjà ça, et après de se dire ok, si jamais on vend, si on a une proposition de revente, c'est quoi à combien tu accepterais de vendre ? Est-ce que c'est 1 million, 10 millions, 100 millions ? Parce qu'il y a des associés, c'est au moment de l'offre en fait où ça se déchire. C'est-à-dire il y a une offre à 50 millions, il y en a un des associés, il va dire ah non, c'est pas suffisant. Et donc il peut y avoir des divergences là-dedans. Et ça peut très mal se finir aussi. Oui, donc déjà, vous parliez de la fin de l'histoire potentielle au moment de se lancer dans le début de l'histoire. C'est ça. C'est comme un contrat de mariage. Faut faire super attention à identifier les fins possibles. Et donc une fin en exit, ça c'est la meilleure fin qui puisse arriver pour une start-up, c'est de se faire racheter par quelqu'un nous par exemple, si on devait en fait, nous, c'est soit on se fait racheter, soit on fait une IPO, on rentre en bourse. C'est un peu les deux fins qu'on peut voir, sauf si on se crache avant, et là, on aura tout donné quoi qu'il arrive. Mais si on se fait racheter, pareil, est-ce que on se fait racheter pour quel montant et par qui ? Est-ce que c'est par un industriel ? Est-ce que c'est par un concurrent qui est plus gros ? Voilà, ça peut aussi par... il y a plein de possibilités. Et à quel montant ? Donc, à combien est-ce qu'on serait heureux de revendre personnellement ? Et ça, c'est des choses qu'on a parlé au début, tous les trois, avant même d'avoir monté quoi que ce soit. Et donc, on a parlé des valeurs, on a parlé de ça. Et ensuite, on a parlé de comment qu'est-ce qu'on pourrait chacun apporter dans l'aventure, notamment pour la répartition aussi des tâches au début. Mais en soi, les tâches, dans notre cas de figure, il n'y a pas, par exemple, un CEO, un CTO, c'est pas trop ça. Donc, en fait, on était tous effectivement un peu sur le produit. Donc en fait, nos tâches, elles évoluent constamment. Et quand on est dirigeant, fondateur, il faut qu'on puisse aller partout. Pas être expert de tous les métiers parce que c'est pas notre rôle, mais par contre savoir échanger avec tous les métiers. Et nous aujourd'hui, moi je travaille autant sur la partie académie, donc EdTech, que sur la partie marketplace, que sur la partie communauté. Je fais encore du design parfois, je vends, enfin voilà, on fait tout, on est au four au moulin constamment quoi. Alors voilà, maintenant vous avez décidé de faire ça, vous créez, vous mettez chacun un petit peu d'argent. Ouais. En fait, on a décidé du montant en fonction de la répartition qu'on voulait avoir capitalistique sur la répartition des parts de la société. Et en fonction de ça, on a mis chacun, Thomas et moi, on a mis le même montant et Francis a mis un peu plus, étant donné qu'il avait quand même 20 ans de plus que nous d'expérience. Un petit peu plus de sous peut-être. Un peu plus de sous, un peu plus de boîte à son actif. Voilà. Et c'est le CEO et c'est lui qui pilote aussi vraiment cette partie-là. Et Thomas et moi, on est là, on est tous les trois. Mais il y a un CEO, c'est Francis. Et de toute façon, dans une boîte, après, il y a des gens qui font co-CEO. Et pour moi, je serais très curieuse de savoir comment ça fonctionne vraiment parce que. Au final, s'il y a une discussion, disons qu'il va trancher, c'est ça ? Alors, pour le moment, on décide. En fait, ça dépend des levées de fonds. Au début, oui, c'était le cas. Mais maintenant, c'est plutôt nous, on va dire, avec nos cumuls, nos additions de parts. Versus aussi les investisseurs. Donc ça dépend si on est encore majoritaire, ou si on est passé minoritaire. Et ça, en fonction des levées, ça peut changer. Donc alors quand vous créez, vous démarrez, vous n'avez pas de salariés, vous embauchez des freelances, des cabinets, des prestats, voilà et puis vous faites assez rapidement une levée avec la Love Money. Ouais,
Donc on s'est lancé officiellement en décembre 2020. Donc ça c'est la date à laquelle on a communiqué, le 7 décembre. Moi j'avais fait toute la partie charte graphique, le logo, les couleurs, etc. On a utilisé le savoir qu'on avait en interne pour pas dépenser trop d'argent dès le départ. En tout, au début on a mis 40 000 euros dans la boîte. Ces 40 000 euros ont servi à payer les frais d'avocat pour monter la structure et à embaucher justement Colline, notre première freelance, qui nous a rejoint après en CDI derrière, qu'on a recruté alors qu'elle était enceinte d'ailleurs à ce moment-là. Et du coup, elle nous a accompagnés en freelance avant et après, elle est venue directement derrière. Et donc, Colline a travaillé sur tout le lancement de la marque pour le 7 décembre, pour qu'on travaille beaucoup autour de ça. Parce que dans nos valeurs et dans notre ambition, on voulait être leader. On veut être leader. Aujourd'hui, on est leader en Europe, certainement dans le monde, parce que nos partenaires outils nous disent qu'on est les plus gros, avec lesquels ils parlent, donc en tout cas sur le secteur du no-code. C'est bien, il y avait l'ambition, j'ai écrit un livre sur l'ambition, bah là, vous n'en inquiétez pas. Hein. On veut se lancer, quand on va, à quel moment, quel est le montant acceptable, on veut être les leaders, c'est bien ça. En fait, c'est bien de l'avoir en fond, en toile de fond, parce que du coup, quand on prend des décisions, finalement, il y a toujours ça qui reste, et se dire, ok, est-ce que ça va avec nos valeurs, est-ce que ça va avec notre ambition et avec notre mission, qui est changer le monde, changer la vie des gens, avec le no-code. Et donc ça nous permet de voir si on est aligné aussi directement là-dessus. Donc voilà, on a utilisé cet argent au départ pour financer ça. Et notamment grâce au réseau de Francis, on a levé 300 000 euros en mars, donc 4 mois plus tard, directement auprès de Business Angel pour pouvoir croître. On était ambitieux, donc on a embauché énormément. Et à cette époque-là, en 2020-2021, on arrive en 2021, on était encore sur un mouvement dans les startups où on crame du cash en fait. Hein. C'était vraiment ça. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On est là pour innover, pour faire de la R&D et pour même si on n'est pas rentable en fait. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait en 2021. On a levé des fonds pour justement innover et pouvoir trouver un produit ou un service qu'on allait délivrer qui allait changer vraiment la vie des gens. Ce qui nous a permis d'investir sur l'école qu'on n'aurait jamais pu lancer si on n'avait pas de fonds initialement. Et on n'était pas rentable au début sur l'école. Donc l'activité de conseil, c'est rentable dès le départ, puisqu'en fait, on reçoit de l'argent à la fin de la prestation. Maintenant, on peut demander des acomptes avant de démarrer. Au début, c'est compliqué quand on a des premiers clients. Nous, on était pas en négatif de trésor, mais en tout cas, on se faisait payer qu'à la fin. Maintenant, quand on est plus gros, on impose aussi nos règles pour travailler. Donc, typiquement, pour le besoin en fonds de roulement, il faut qu'on puisse avoir de l'argent encaissé dès le départ, un acompte, et typiquement sur la partie accompagnement sur des projets, on a 4 phases de projet, cadrage, conception, réalisation, déploiement. Et en fait, à chaque phase, on a un acompte. Et si on n'avait pas ça, aujourd'hui, je ne sais pas si on existerait encore, typiquement. Donc c'est vraiment, ça permet à une boîte de survivre aussi. Le cash, il faut qu'il y en ait dedans, parce que sinon ça... Donc ça, c'est aussi un des conseils aux entrepreneurs et entrepreneurs en herbe, de se dire que c'est bien première chose, d'avoir un marché, d'avoir un produit ou d'avoir un produit à marché, ça dépend dans quel sens on voit. Et puis après, de se faire payer, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et surtout quand on commence à embaucher. À un moment, on avait jusqu'à 500 000 euros dehors, d'impayés par nos clients. 500 000 euros, ça peut tuer une boîte. Hein. C'est énorme, c'est un demi-million. Et donc, on a dû mettre en place, un peu en péril, un système de recouvrement avec notre DAF pour aller appeler chaque client qui ne payait pas. Et donc, c'était super compliqué à ce moment-là. Donc, il y a à la fois effectivement se faire payer, et puis ce que tu expliquais très justement, se faire payer un petit peu avant avec des acomptes pour avoir déjà de la trésorerie et ne pas attendre, parce que quelles que soient les sociétés, il y a certaines grandes entités qui sont à 45 jours par mois, et plus, et là, voilà, et plus. Donc du coup, pour essayer de passer outre. C'est ça, parce que après, ça dépend de si vous souhaitez lever des fonds ou bootstrapper. Si vous bootstrappez, c'est vos fonds propres en fait. Et donc, après, il peut y avoir un accompagnement de dette avec des prêts bancaires par exemple, ce genre de choses. La BPI d'ailleurs accompagne énormément les jeunes startups pour ça. Mais en bootstrappant, on n'a pas un matelas de sécurité de côté pour renflouer si on n'a pas des clients, si on a des clients qui ne payent pas.
Donc ça, c'est super difficile. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est que, en fait, quand on est fondateur, on va être déjà au four au moulin sur produire des choses. Mais en plus de ça, il faut, quand on a des investisseurs, les rassurer, mais aussi leur dire s'il y a des problèmes. Et nous, on n'a pas hésité à les solliciter pour dire, tiens, là, on va relever des fonds, on a besoin de toi, vas-y. Et donc ça, c'est... il faut garder les équipes motivées, être hyper leader là-dessus, les rassurer sur énormément de choses. Et rassurer tout le monde que tout va bien, même s'il y a du négatif, par exemple, sur le compte. Et donc ça, c'est un mindset qu'il faut avoir aussi, de ne pas être en panique, parce que sinon, si on est en panique, on fait tout et n'importe quoi derrière, quoi. Et alors après, justement, donc vous avez commencé à recruter, et donc ça s'est fait assez rapidement, et quel type de profil? Alors, en recrutement, les premiers recrutements qu'on a faits, c'était des gens qui allaient travailler sur des produits pour nos clients, pour accompagner nos clients. Des makers? Alors, il y a un maker qu'on a recruté, un ou deux makers. Au début, on faisait tous makers. Moi, j'étais maker Webflow, Make, même Francis, qui était plutôt avec la casquette de direction commerciale, mais il était aussi maker, aussi chef de projet. Mais à un moment, voilà, on ne peut pas tout faire nous-mêmes, donc il fallait qu'on trouve des makers pour leur déléguer ça, et des chefs de projet aussi. Donc premier recrutement, c'était un chef de projet qui est toujours avec nous aujourd'hui. Et deuxième recrutement, ça devait être, je pense, un maker. Et puis après, en fait, c'était chef de projet maker. Ensuite, un designer. Et à côté de ça, Colline était à temps plein aussi avec nous. Et donc en CDI, donc communication, pour assurer la marque, la rayonnance, on va dire, de la marque dans le milieu, quoi. Ok, et après vous avez fait une autre levée? Ouais. Après on a relevé, en tout, on est à 5 millions, on a levé 5, mais on a levé en mars donc 300 000, et puis fin d'année d'après on a relevé 1 million, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et après on a relevé de nouveau, et cette fois-ci, du coup là on est plus sur du 2022, on a levé, on a fait un crowd equity. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. Crowd equity, c'est comme du crowdfunding, donc c'est-à-dire que c'est participatif et n'importe qui peut investir dans le capital d'une société. Et là, le ticket minimum, c'était 2 000 €. Et aujourd'hui, on a 270 personnes, y compris nos business angels historiques, au capital d'Allegria. Alors, ils sont dans des véhicules séparés, on n'a pas vraiment 270, mais en tout, c'est 270 êtres humains qui vont investir. Et parce qu'en fait, dans notre ADN, on a vraiment cette envie de rendre accessible la tech, et pour nous, rendre accessible finalement aussi la notion d'investissement, d'investir dans une entreprise, c'était logique, ça rentrait un peu dans notre thèse finalement. Et donc on a fait ça, et on a levé 1 million, mais en dette pour le coup aussi. Et en tout, on arrive à 5. Donc voilà, et ça a permis de financer l'école, notamment, qui est aujourd'hui diplômante, qui délivre un diplôme Bac+3 depuis 2 semaines. D'accord. Et puis avec, donc j'imagine, des personnes qui sont formées que vous pouvez recruter parallèlement. On a certains de nos étudiants qu'on recrute, et on a plus de, bon ça pour les chiffres, mais 150 entreprises partenaires qui recrutent aussi nos étudiants en alternance. Parce qu'en fait, le format qu'on a d'école, qu'on a lancé initialement, c'est 3 mois temps plein, en mode intensif à bootcamp, et ensuite 1 an en alternance sur un rythme 4 jours, 1 jour. Et donc comme ça permet à l'apprenant d'avoir des cours, d'avoir ce socle de compétences, et en même temps d'être accompagné dans une entreprise par aussi donc, de découvrir finalement. Enfin moi j'adore l'alternance, et je suis passée par là, et donc pour moi c'est un des meilleurs moyens d'apprendre. Et donc du coup les apprenants ils peuvent apprendre en étant dans une entreprise, et c'est des entreprises qu'on sélectionne nous aussi, et c'est nous qui faisons matcher l'apprenant avec l'entreprise. Comme ça, on est sûr que ça va bien se passer, que ce soit en termes de valeurs, de culture, parce qu'on peut être bon, mais si en fait on ne correspond pas au fit en fait, de l'entreprise, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc ça, c'est la première partie finalement de l'école qu'on a lancée. Et maintenant, on est en train de travailler sur une formation plutôt en e-learning pour permettre à des gens des métiers, en fait,
Donc des gens qui travaillent sur du marketing, sur de la finance, sur des RH, sur du product ou peu importe, d'utiliser le no-code pour améliorer leur métier, pour être plus efficace, plus productif. Pareil, automatiser des choses, faire moins de copier-coller et avoir plus de valeur en fait au quotidien dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les no-code ops. Donc en fait, c'est des gens qui ont un métier mais qui ne sont pas makers no-code professionnels, ils n'en vivent pas, mais ils utilisent le no-code dans un environnement professionnel, dans un cadre professionnel. Et du coup, ça leur permet d'être plus efficaces. Donc on forme en fait des makers en reconversion et des no-code ops maintenant. Vous aurez appris des choses. Hein. Et par rapport à l'école, le business de l'école, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc le BFR, c'est 6 mois parce qu'en fait, du coup, nous, ce qu'on propose comme formation, elle est gratuite pour l'apprenant. C'est-à-dire qu'il ne débourse rien, il se fait financer par Pôle emploi et par les OPCO. Et pour nous, elle est agréable. C'est intéressant d'un point de vue business. Par contre, on se fait payer 6 mois après. Le début. Alors que les investissements en marketing, on les fait 3 mois avant le début de la promotion. Il y a une promotion tous les 2-3 mois à peu près. Et donc en fait, on a 9 mois entre le moment où on a dépensé de l'argent marketing pour trouver l'étudiant et au moment où on se fait payer par Pôle emploi pour nous rémunérer de ça. Et donc voilà aussi pourquoi nous, on avait besoin de lever des fonds parce que c'est impossible sans lever des fonds, juste en bootstrapant, d'avoir un business comme celui-là. Alors aujourd'hui, justement, vous avez, donc maintenant on parle de groupe, il y a groupe, donc il y a l'école, toujours la partie conseil. Ouais. Et comment ça se passe, comment ça se répartit en termes de population, de salariés et d'activités? La plus grosse activité, celle qui demande beaucoup de salariés, c'est Allegris Solutions. Donc c'est un ensemble, en fait on a 3 marques, on a Network, Solutions et Académie. C'est 3 marques pour 3 personas différents, pour 3 cibles différentes. Solutions, ça va être tout ce qu'on peut proposer pour des entreprises de toute taille. Des startups, des PME, des grands groupes. Network, c'est la marque qui s'adresse aux makers, no code. Et Academy, c'est la marque qui s'adresse à tous les apprenants. Donc que ce soit des apprenants en B2B ou en B2C, des no code ops ou des makers en reconversion. Ou même des gens qui s'intéressent par passion au no code et qui souhaiteraient se former ou autre. Donc on a du B2B, du B2C dans la marque Academy. Dans la marque Solutions, c'est que du B2B. Et en termes du coup de répartition d'employés, très clairement, c'est Solutions qui nécessitent le plus de main-d'œuvre. Parce qu'en fait, c'est plutôt, nous, ce qu'on vend, c'est un peu un système de marketplace pour les entreprises. On met en relation des talents avec des besoins en entreprise. Et donc, soit on va positionner des profils de makers dans les entreprises pour augmenter leurs équipes de manière ponctuelle, donc ce qu'on appelle la régie. Soit on va produire nous-mêmes une solution avec les 4 phases que je disais tout à l'heure, de cadrage, conception, réalisation, déploiement, où là, c'est plutôt des projets qui coûtent un peu plus cher. Hein. On est sur du 50, 100 000 euros. Et donc là, par contre, c'est une solution qui est clé en main, qui est produite par notre studio en interne. Et là, il y a du monde qui est au fourneau derrière. En tout, on est une 60aine maintenant. Il y a la moitié, quasiment, qui est chez Solutions, qui produit en fait dans les entreprises. Et après, le reste, c'est réparti de manière à peu près équilibrée sur les fonctions support. Mais on a aussi souhaité avoir une direction de l'innovation parce qu'en fait, les outils évoluent super vite. Aujourd'hui, on fait de l'IA, on forme des entreprises à l'IA. Et dès que l'IA est sortie, en fait, on s'est dit « Ah, mais c'est incroyable !» Et si on combinait le no-code et l'IA ensemble, on pourrait faire des choses de dingue. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on a un département innovation. Les 2 business units, en tout cas les 2 marques, Network et Academy, le marketing, qui comprend la communication, finance, et ce qui nous manque, et commerce aussi, donc les sales. Et ce qui nous manque par contre, c'est la partie RH. Il nous manque absolument un DRH et un RRH qu'on n'a toujours pas aujourd'hui, alors qu'on est plus de 60. D'ailleurs, si vous connaissez... si vous connaissez un DRH... mais ouais, du coup, ça, parce qu'en plus, dès qu'on passe le cap des 50 salariés, là, ça change complètement parce que typiquement, tous les indicateurs, il faut se... Il y a d'autres, je ne les ai pas en tête, mais il y a d'autres choses qu'il faut avoir, notamment en termes de mixité, de niveau managérial homme-femme, de CSE. Là, on vient de lancer notre premier CSE.
et plein de choses, mais comme c'est pas mon domaine, je Vous ne êtes maîtrise passé pas. vraiment dans la phase PME, c'est plus la start-up, maintenant c'est l'entreprise qui Ouais. doit être organisée. C'est ça. Avec ses différents départements, comme tu m'expliquais, avec un comité de direction. Ouais. On a un CODIR et ça, le CODIR, en fait, on a souhaité le structurer dès le départ, en tout cas le plus tôt possible, et recruter chaque C-level, parce que du coup, le CODIR, c'est les C-level, donc c'est nous trois les fondateurs, plus le directeur de l'innovation, plus le directeur finance, plus la directrice marketing et directeur commercial. Mais aujourd'hui, c'est Francis qui fait directeur commercial et voilà, on n'a toujours pas de directeur commercial, mais en interne, on sait qui sera le futur directeur commercial en tout cas. Et alors, c'est quoi la suite alors là, il y a une prochaine levée de fonds qui se prépare, c'est ça? On est en train d'y réfléchir à lever entre 5 et 10 millions, peut-être courant d'année prochaine. Nous dit-elle comme ça, c'est extrêmement simple. Donc c'est notre objectif en tout cas, et donc on espère que ça marchera, parce que si c'est le cas, l'ambition qu'on a maintenant, c'est de pouvoir aller à l'international. On a déjà deux filiales, et ça paraît d'un point de vue juridique. On a monté une filiale au UK et une filiale aux US, tout simplement parce qu'en fait, il y a certains clients qu'on a qui nous demandaient de pouvoir facturer sur une entité qui était basée dans un autre pays que la France. Et typiquement, les clients américains ou toute la zone, en fait, Amérique latine, on a quelqu'un qui est basé au Mexique en contrat, c'est pas un CDI, c'est pas une franchise non plus, mais c'est quelqu'un qui nous accompagne un peu en freelance, qui développe la zone là-bas. Vraiment par opportunité, en fait, ça s'est fait, nous on fait beaucoup de choses en fonction des gens qu'on rencontre et tout. Et du coup, les clients qui sont basés en américain, ils ne voudraient jamais signer un contrat avec une entité, je sais pas après, mais en tout cas, nous, tous les clients, ils ne voulaient pas signer sur un contrat français, ils voulaient des contrats américains, comme ça, quoi. Je sais pas si c'est le cas, vraiment. Donc, voilà, l'international, c'est l'objectif. Même si on a 5 pays déjà qu'on a un peu ouverts, on a des clients là-bas. Bon, écoute, on arrive, moi, à la fin de mes questions. On va laisser justement les participantes te les poser. Alors moi, je termine toujours par les questions extrêmement classiques, mais assez riches. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement avec ce petit recul? J'ai pas préparé de réponse là-dessus. Qu'est-ce que j'aurais fait autrement dans ton activité d'entrepreneur? En fait, je sais pas si vraiment j'aurais pu avoir un impact là-dessus, parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes que j'aurais pas su sans l'avoir vraiment vécu. Mais typiquement, l'hypercroissance, en fait, c'est quelque chose de difficile à gérer parce que en fait, on a un peu. En fait, moi, il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'au début, je voulais tout faire bien, de manière parfaite, tout bien organisé. En fait, c'est impossible à faire quand on va vite, en tout cas. Si on se donne 10 ans pour lancer une activité et tout, ça va, on a le temps de faire les choses. Mais nous, on voulait vraiment aller super vite. Et donc, du coup, je le regrette pas. Et pour le coup, j'aurais pas fait autrement ça. Mais j'ai appris à devoir sélectionner les problèmes à gérer en priorité. C'est-à-dire, ok, je sais qu'il y a 20 problèmes devant moi, je sais que je ne pourrais pas traiter les 20 problèmes. C'est lequel le problème qui a le plus d'impact et qu'il faut résoudre en premier. Donc je dirais ça. Et si j'avais dû faire des choses différemment, peut-être, je sais pas. Non, mais déjà, c'est bien de se dire qu'en termes de tempérament, parce que c'est important. Là, vous êtes allés très très vite, très nombreux. C'est de dire, on veut faire des tas de choses, mais ça, tant pis, on laisse de côté. Ouais. Et essaie de ne pas être stressé, parce que parfois ça peut être le cas, de dire, mais mon Dieu, je suis extrêmement stressée, en disant, ok. Et puis aussi, savoir gérer ce que tu dis, c'est-à-dire les manques de trésorerie, alors qu'il y a des salariés, etc. Et en disant, je dois être une éponge. Je dois, moi, gérer ce propre stress, de ne pas tout faire bien, d'avoir des difficultés. Ouais. Et ça, je c'est dirais, difficile. Ça m'a donné une idée. Il y a quelque chose qui m'est revenu, c'est que, en fait, je me rappelle, à l'époque, j'entendais souvent cette phrase, c'est que, oui, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais en fait, ça, j'ai un peu vécu parce que au début, on est tous ultra motivés, on bosse le soir, le week-end. En fait, je suis pas convaincue que bosser le soir et le week-end, ce soit à long terme intéressant et efficace. En tout cas, moi, je sais que j'ai pas le tempérament pour être une brute et bosser à fond le soir et le week-end sur du long terme. Je tiens pas, en fait.
Et je préfère me dire, ok, je me fixe en fait un vrai équilibre vie pro, vie perso. Même si voilà, ça m'arrive de travailler le soir, le week-end, et j'en suis hyper contente. Mais en fait, au début, j'ai peut-être beaucoup investi là-dedans, de mon temps personnel, et c'était nécessaire, je pense, au début. Mais à un moment, en fait, ça peut pas durer comme ça pendant des années. Et donc, de se dire, ok, comment je suis efficace, où est-ce que je suis efficace le plus, et surtout se dire, ok, il faut déléguer, et déléguer le plus possible pour pouvoir se concentrer sur des choses à plus forte valeur, de mon rôle à moi, du rôle du fondateur en général, quoi. Voilà, donc bien garder un bon équilibre vie pro, vie perso, ça je pense que c'est super important. Et puis enfin, de quoi es-tu la plus fière? Je dirais que je suis fière d'accompagner, de transformer la vie des gens, parce qu'en fait, le truc qui me rend le plus heureux, c'est quand je vois la réaction des gens quand ils découvrent le no-code ou quand ils découvrent ce qu'on peut faire avec le no-code. Et moi, je me rappelle, j'avais été choquée, mais vraiment bien, quand il y a des trucs que je galérais à faire en apprenant à coder, et qu'en 3 clics de souris, je pouvais faire. Avec un outil qui s'appelle Bubble, par exemple, où ça permet de faire des applications web. Et je me rappelle du sentiment en fait, de bonheur que j'ai eu quand j'ai découvert que je pouvais faire ça. Et en fait, ce sentiment, je le vois quand je rencontre des gens qui découvrent ça aussi. Et du coup, comme notre rôle, c'est vraiment de changer la vie des gens, de rendre la tech accessible, en fait, je retrouve cette émotion, ce sentiment chez les gens, et donc je trouve ça absolument génial. Écoute, en tout cas, merci beaucoup à toi. On peut t'applaudir. Pour ta sincérité, ton authenticité, ton partage, et puis pour la réussite, Allegria. Alors, on va prendre quelques questions, si vous en avez certaines. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à vos valeurs. Comment est-ce que vous les avez définies? On les a définies tous ensemble pendant un séminaire d'équipe. On était une vingtaine de personnes à ce moment-là. On a voulu les faire assez tôt. Et en fait, nos 3 valeurs, c'est... elles sont en anglais, mais c'est ambition. Je pense que vous l'aurez compris, on est super ambitieux. Le togetherness, donc c'est un peu la cohésion, le être ensemble. Et la boldness, donc c'est l'audace. On est ambitieux et audacieux, donc ça, c'est nos 3 valeurs. Et en fait, on a fait un atelier, un séminaire... on était allé à la forêt de Fontainebleau, et on s'est dit, voilà, on va faire un atelier, 2 heures, chacun en petit groupe, va imaginer des valeurs, ensuite va montrer quelles valeurs ils ressentent de la boîte par rapport à ce qu'ils ont vécu en fait en travaillant au quotidien. Et donc ça vient des équipes directement. Est-ce qu'on a une autre question? Merci pour votre exposé. Est-ce que vous aviez déjà des concurrents quand vous avez commencé, ou est-ce que vous en avez peut-être découvert quand vous vous êtes lancé? Ouais, il y en avait quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup, peut-être 2 au début sur la partie agence. Et en fait, nous, on cumule vraiment deux activités qui sont distinctes, une partie éducation et avec une école, et une partie plutôt agence conseil pour des entreprises. Donc vraiment sur la branche no-code agence, il y en avait 2, je dirais. 2, 3 peut-être, et sur la branche éducation, il y avait pareil 1 ou 2 écoles. Et donc il y en a qui sont montées au fur et à mesure. Maintenant, des agences, il y en a quand même pas beaucoup, hein, moins de 10, vraiment spécialisées dans le code. Après, il y a des plus gros, par exemple Théodo, qui ont une partie no-code aussi. Il y a Faber Novel qui travaille aussi sur le no-code. Donc eux, c'est plutôt des boîtes qui avaient une autre activité et qui se lancent sur ce segment-là. Mais après, vraiment pur no-code, on n'était vraiment pas nombreux. Et même aux États-Unis, ils sont pas énormément non plus. Et en Europe, Allemagne, il y a quelques acteurs, UK, Allemagne, Italie, Espagne aussi, pas mal. Tous les jours, après, on découvre de nouvelles agences là-dessus. Monter une école, c'est quand même plus compliqué. Après, faire des bootcamps, c'est plus simple que vraiment monter une école où il faut passer toutes les certifications. Après, maintenant, on a le diplôme, donc c'est vraiment plus proche. On change par exemple des formations assez courtes par le CPF ou pas? Ouais, le CPF, on l'a sur les formations courtes.
Donc complètement. Et après, on va lancer du e-learning aussi bientôt. E-learning, je pense qu'on va pouvoir faire du CPF dessus aussi. Moi j'ai une question, ça va être comment vous avez fait pour, on va dire, tracer votre chemin, dans le sens où, voilà, vous l'avez dit, il y a des moments où vous étiez en dehors de votre zone de confort, et vous êtes quand même allé, on va dire, voilà, pour vous améliorer, pour aller voir aussi d'autres choses. Enfin voilà, comment vous avez fait en fait justement pour aussi, vous aviez une structure à créer, et pour trouver, pour découvrir tous ces nouveaux sujets, sachant que vous connaissant, donc quels étaient vous, ce que vous aimez bien faire, vous étiez bon ou pas. Voilà, qu'est-ce qui vous a permis en fait d'y arriver rétrospectivement? Donc vraiment le fait de sortir de confort, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire et du coup à trouver de nouvelles compétences? Il y a ça, le moteur. Et de savoir comment vous faites aussi pour avancer, parce qu'au final vous avez avancé à chaque fois en fait. Ouais. Le moteur, c'est ça, c'est quel est son moteur? Oui, exactement, le moteur. Ouais. Et oui, c'est ça, oui. Ben, je sais pas, j'ai pas vraiment de réponse à ça. C'est en fait, je dirais que mon moteur, c'est en fait, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie de découvrir des choses inconnues. Moi, en fait, je suis hyper curieuse et j'adore découvrir des nouvelles compétences. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas une expertise vraiment propre. Je dirais que ma plus grosse expertise, c'est avec le design, et encore, je suis même pas sûre. Moi, j'aime bien un peu toucher à tout et être généraliste. Et je pense que même pour fonder une boîte, il faut être un peu touche à tout comme ça et s'intéresser à tous les sujets. Mais mon moteur, c'est que en fait, je déteste m'ennuyer, je pense que c'est ça. Et moi, j'ai besoin de faire vraiment 1000 choses à la fois pour être bien et motivée. Et voilà, donc je dirais que c'est beaucoup ça aussi. Et si je peux continuer sur votre question, c'est aussi comment vous faites pour prendre du recul par rapport à tout ça, pour avoir une vision d'ensemble, parce que c'est pas évident. Justement, comment on avance étape par étape, projet par projet, et se dire en fait c'est là où on va. Voilà, comment vous faites voilà, pour prendre du recul et pour dire voilà, c'est ça que je veux faire, c'est là où on va. Perso ou pro? Les deux. Alors sur la partie pro, en fait, on a des séminaires, soit des séminaires d'équipe. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un avec vraiment toutes les équipes. Mais le séminaire Codir, ça c'est super important pour prendre du recul et pour faire une rétrospective. Moi, je dirais qu'il faut faire tous les 6 mois. Tous les trimestres, c'est peut-être un peu trop opérationnel. Tous les 6 mois, c'est bien séminaire Codir pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on a bien fait, c'est quoi nos grandes actions qu'on a réalisées pendant le semestre, et c'est quoi les échecs ou qu'est-ce qu'on aurait fait différemment aussi, mais du coup sur chaque activité de chaque personne du Codir. Donc déjà ça permet de prendre du recul, de se réaligner aussi ensemble, parce que notre objectif à chaque membre du Codir, c'est qu'on est tous opérationnels sur certains sujets, mais il faut que ça converge dans le sens de la boîte. Et donc ça, c'est important de toujours se réaligner là-dessus, parce que l'humain a besoin aussi de développer des nouveaux projets, des nouveaux chantiers, et il peut s'éparpiller en fait naturellement. Donc ça, je dirais, c'est pour la partie pro. Et pour la partie perso, en fait, moi, j'aime bien appliquer des choses pro au perso aussi, parce que je trouve qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur... il y a énormément de littérature sur comment organiser des trucs sur du pro, mais en fait, moins sur du perso. Et, de plus en plus. Mais en fait, les modèles qui existent dans le pro sont complètement applicables au perso, aux relations de couple aussi d'ailleurs, parce que en fait, il faut faire des points. Enfin, moi, ce que je fais, c'est... Tous les 6 mois, on va un séminaire avec son conjoint. Non, mais en vrai, moi, c'est aussi une manière de voir les choses, mais il faut... déjà, la communication, c'est super important. Et en fait, même communiquer avec soi-même aussi, c'est important. Et de faire la rétrospective seule, en fait, de OK, qu'est-ce que j'ai fait moi, ou alors en étant accompagnée aussi. D'ailleurs, c'est tout à fait possible. Mais après, il y a plein de techniques qui peuvent marcher. Et, par exemple, faire le journal, tous les jours, tenir un journal. Moi, je sais que des moments forts ou clés de ma vie, je les note. Et comme ça, à la fin de l'année, en fait, moi, chaque année, je me fais mes objectifs pour l'année. Et à la fin de l'année, je regarde si j'ai atteint des objectifs que j'avais ou pas, ou si, en fait, l'objectif que je m'étais donné au début de l'année, je l'ai complètement squeezé parce que ça m'intéressait plus du tout à la fin de l'année. Ça, c'est aussi possible.
Et donc déjà, je fais le bilan une fois par an là-dessus. Et après, j'essaye en même temps de gérer mon budget, mes affaires, enfin bref, un peu tout ça en même temps, quoi. Alors peut-être une dernière question, et puis parce que là, le retourne. Merci. Quelle est la plus grande difficulté que vous avez rencontrée et comment l'avez-vous surmontée? Eh ben, c'est une très bonne question. Plus grosse difficulté, moi je dirais que les difficultés que j'ai vraiment, c'est plus sur la partie, on va dire publique. Parce que même si j'ai appris à vaincre ma timidité, là je suis pas du tout stressée, franchement ça va. Mais ça m'est déjà arrivé de parler devant 400 personnes en mode conférence et tout. Ça, je dirais que c'est les sujets sur lesquels je suis moins à l'aise et sur lesquels justement je travaille. J'ai eu la chance avant, quand je travaillais au syndicat national du jeu vidéo, d'avoir des workshops, des ateliers justement pour parler en public. Et donc je me suis rappelé en fait de certains conseils qu'il y avait à ce moment-là pour me dire ok, typiquement par exemple quand tu parles en public, tu es le reflet en fait d'un discours ou autre, même si tu es toi-même, les gens, ne t'inquiète pas, les gens vont pas te juger sur ça, enfin plein de choses comme ça. Et donc ça, c'est des choses qui m'avaient aidée à l'époque, je me rappelle. Et après, c'est de s'entraîner. Et moi, c'est quand je dois parler devant 400 personnes, je me dis, en fait, c'est pas grave, vas-y, quoi. Et ça m'est arrivé une fois d'avoir un discours à lire, un peu en mode politique, quoi. Mais sinon, c'est plutôt de l'impro et je connais les thématiques. Parce qu'en fait, moi, je suis nulle pour retenir un texte par cœur. Et puis le redire. Enfin, je sais que ça ne fonctionne pas avec moi. Quand tu feras un TEDx, il faudra peut-être que tu apprennes. Ouais, sur les TEDx. Et on m'avait proposé une fois de faire un TEDx et j'avais refusé à l'époque parce que j'étais trop timide et je me sentais pas de le faire. C'est quand j'étais étudiante encore. Là, si on me proposait, j'accepterais. Mais peut-être je regrette d'avoir refusé à l'époque de faire le TED. Parce que ça aurait pu me permettre de sortir un peu de ma zone de confort. Merci, allez, de nouveau bravo et merci. Je crois qu'il y a peut-être c'était juste